Bonjour tout le monde, bienvenue à cette capsule vidéo qui va vous présenter un peu le solutionnaire des 3 mises en situation cliniques qui a été distribué pour vous aider un peu à vous préparer à l'examen sur le système urinaire. Donc, dans le premier cas de figure, on parle de Suzanne, une patiente qui souffre d'un diabète de type 2. Et dans ce cas-ci, on vous demande, entre autres choses, dans la question 1A, comment ça se fait que Suzanne souffre de glycosurie? Donc, première des choses, la glycosurie, il faut savoir que c'est... il faut se souvenir que c'est tout simplement le fait qu'on ait une quantité anormalement élevée de glucose dans l'urine. Et comme ça semble être un cas de diabète non contrôlé, on peut supposer que Suzanne, dans ce cas-ci, est en hyperglycémie, donc une concentration de glucose sanguine très forte. La vraie question, c'est de savoir comment cet état d'hyperglycémie peut provoquer une glycosurie. Donc, évidemment, si dans l'ensemble des vaisseaux sanguins de Suzanne, on a une forte concentration de glucose, on peut s'imaginer qu'au niveau de la filtration, lorsqu'on arrive au glomérule ici d'un néphron, évidemment, le glucose en quantité élevée fait en sorte qu'on va avoir beaucoup de glucose dans la capsule ici, donc dans la chambre capsulaire. Et ce surplus de glucose va être filtré de façon tout à fait normale. Mais qu'est-ce qui va se passer? C'est vraiment au niveau de la réabsorption qu'on va avoir un problème. Donc, on se souvient que la réabsorption, c'est le passage du glucose, ou en fait du glucose dans ce cas-ci, mais ça peut être toutes sortes de molécules. Mais normalement, le glucose qui est dans le tubule contourné proximal va être réabsorbé à 100% vers les capillaires péritubulaires. C'est pour ça que chez une personne en santé, il n'y en a pas dans l'urine. Maintenant, dans le cas de Suzanne, le problème, c'est que les transporteurs ici, qui sont dans la paroi, exemple, dans les cellules de la paroi du TCP, il y a un certain nombre limité. Et on avait parlé d'un concept qu'on appelait le TM. Donc, une fois que le glucose atteint le tubule contourné proximal, de façon tout à fait normale, les transporteurs ici vont pouvoir réabsorber le glucose et le ramener vers les capillaires péritubulaires. Le problème de Suzanne, c'est que le fait qu'on a beaucoup trop de glucose, donc une quantité importante de glucose ici qui a été filtrée, fait en sorte qu'il va y avoir un excédent. Donc, c'est simplement pour se comprendre, mais si j'ai 3 transporteurs, j'ai 3 molécules de glucose qui peuvent être réabsorbées vers les capillaires. Une fois que les transporteurs sont déchargés, on peut récupérer 3 nouvelles molécules. Mais toutes les molécules excédentes, donc pendant le moment que ces 3 transporteurs ont chacun leur propre molécule de glucose, bien évidemment, les autres molécules vont passer tout droit et vont se ramasser comme ça dans le tubule collecteur et dans l'urine éventuellement. Donc évidemment, on va suivre le trajet de l'urine, ce qui explique la glycosurie. En fait, en d'autres mots, c'est simplement parce que le TM est atteint, donc le niveau maximal de réabsorption, le taux maximal de réabsorption est atteint et tout l'excédent de glucose ne pourra pas être réabsorbé. Donc, c'est pour ça que l'hyperglycémie de Suzanne fait en sorte qu'on va avoir du glucose dans les urines, alors qu'on ne devrait pas en avoir, bien sûr. La question suivante, on vous demande pour quelle raison que Suzanne souffre de polyurie. Donc, ça, c'est le deuxième problème. Polyurie, ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement poly, plusieurs, urie, urine, donc Suzanne urine beaucoup. Donc dans les cas de diabète non contrôlé, ce qui va se passer, c'est que le glucose comme ça, qui est très très riche ici, parce qu'on a une forte hyperglycémie, mais évidemment, il faut se souvenir que l'eau, par osmose, va toujours se déplacer vers le plus concentré. Donc, autour du néphron, exemple ici, dans le liquide interstitiel, évidemment, j'ai de l'eau un peu partout. Donc ici, je vais marquer LIN pour liquide interstitiel, mais évidemment, il y a de l'eau. Il y a de l'eau un peu partout à l'extérieur du néphron, puis il y en a évidemment sous forme de plasma au niveau du glomérule ici. Donc, le problème, l'hyperglycémie fait en sorte que une fois qu'on va avoir filtré le glucose, une grande quantité de glucose ici, eh bien, l'eau par osmose va avoir tendance à suivre le glucose. Donc, le plasma sanguin, qui est constitué essentiellement d'eau, va suivre par osmose le glucose, parce que l'eau va toujours se déplacer vers l'endroit où il y a la plus grande concentration. Donc, la pression osmotique
C'est vrai qu'elle est très élevée dans le sang, mais éventuellement, elle va devenir très très forte au niveau du filtrat. Et lorsque la concentration au niveau de la capsule ici, de la chambre capsulaire, pardon, va être plus élevée que la pression osmotique sanguine, mais l'eau par osmose va avoir tendance à se déplacer comme ça vers l'endroit le plus concentré. Ce phénomène-là va se produire aussi tout au long du tubule rénal. Donc ici, on peut imaginer qu'éventuellement, le glucose va s'engager dans le tubule contourné proximal, dans l'anse, etc. Donc c'est la même logique, sauf que là, c'est un endroit différent. Au lieu d'être dans le glomérule, on est tout simplement ici au niveau du liquide interstitiel, et l'eau va entrer comme ça dans les différentes sections du tubule, parce que tout simplement, les tubules rénaux sont tellement concentrés en glucose que l'eau, par osmose, encore une fois, se déplace vers l'endroit où c'est le plus concentré, et ce qui va faire en sorte que, finalement, les tubules rénaux vont être gorgés d'eau, et évidemment, ça va augmenter le volume d'eau dans l'urine, et ça va expliquer pourquoi il y a des volumes importants d'urine dans ce cas-ci. Dernière question qui est subdivisée en 3 sous-questions, le 1CDE, là, je vais toutes les traiter en même temps. Là, on parle plus de débalancement au niveau du pH sanguin de Suzanne. Donc, dans ce cas-ci, on vous demande pour quelle raison Suzanne est plus à risque d'être en acidose. Donc, évidemment, une acidose, ça veut dire tout simplement que le pH sanguin est plus acide. Donc, dans ce cas-ci, ce qu'il faut comprendre, et ça peut sembler paradoxal, même si Suzanne est en hyperglycémie, le fait qu'elle ne produise pas d'insuline ou suffisamment d'insuline dans son diabète, on n'a pas d'effet de déplacement de glucose vers les cellules. Normalement, chez une personne en santé, le glucose va quitter les vaisseaux sanguins pour entrer dans les cellules. Et les cellules utilisent ce glucose sanguin pour faire de l'ATP. Mais sans insuline, c'est impossible. Donc, en fait, le glucose reste coincé dans les vaisseaux sanguins. Sauf au niveau du glomérule, où il sera filtré, comme on a vu tantôt. Mais pour l'ensemble du réseau vasculaire, donc à l'extérieur du glomérule, le glucose reste coincé là. Donc, étonnamment, le glucose, les cellules n'ont pas accès au glucose. On ne peut pas prendre de glucose pour faire de l'ATP. Donc, qu'est-ce qu'on va utiliser? Essentiellement des protéines. Les cellules vont se rabattre sur les acides aminés, puis avec certaines réactions chimiques, certaines réactions métaboliques, on va pouvoir, dans certains cas, pour certains acides aminés, faire de l'ATP. On peut utiliser aussi les graisses et les lipides, particulièrement les acides gras, qui pourront être utilisés pour faire de l'ATP. Mais généralement, le métabolisme énergétique associé aux protéines et aux acides gras va produire un sous-produit qui s'appelle les corps ou les acides cétoniques. Et ça, c'est des composés acides. Donc, dans ce cas-ci, ce que ça va faire, c'est que, en d'autres mots, Suzanne est incapable d'utiliser son glucose. Même si elle est en hyperglycémie, les cellules n'ont pas accès au glucose. Donc, on prend les protéines et les acides gras pour faire de l'ATP. Mais ce type de réaction métabolique augmente la production de corps cétoniques. Oui, on fait de l'ATP, de l'énergie, mais on a une augmentation de corps cétoniques. Ce qui fait en sorte que l'augmentation de la production de corps cétoniques va rendre le pH sanguin acide. Donc, on va parler ici d'une acidose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a trop d'ions hydrogène dans le sang. Ça veut dire que le pH est petit, hein? Il va être inférieur à 7,35. Comment on peut régler ça? De 2 façons. Les reins, ce qu'on va faire au niveau des reins pour régler le problème. La solution, elle est très simple. Les reins peuvent faire 2 choses. On réabsorbe ou on sécrète. Donc, dans ce cas-ci, on va vouloir sécréter, donc éliminer le surplus d'hydrogène. Donc, on va sécréter les ions H+, vers les urines. Donc, en les éliminant, il va en rester moins dans le sang. Ça va contribuer à remonter le pH, avoir un pH un peu plus alcalin. Donc, ça, c'est une façon de régler. La deuxième façon, les reins vont s'adapter en favorisant la réabsorption des ions HCO3-. Donc, on se souvient que ces ions vont neutraliser les hydrogènes, sont capables de retirer les hydrogènes sanguins. Donc, en fait, il y a une réaction chimique qui va faire en sorte que le HCO3-, l'ion bicarbonate, s'associe à un hydrogène pour faire un acide carbonique.
Au niveau de la cirrhose, le principal problème pour bien comprendre, le secret est de bien partir avec le premier point et ensuite on pourra analyser de façon très logique ce qui se passe. Le problème, c'est quand on part mal, donc là, ça devient un peu plus compliqué. Dans ce cas-ci, c'est une cirrhose du foie et de prime abord, c'est pas tout le monde qui va voir le lien avec l'impact qu'on pourrait avoir au niveau du système urinaire. Donc, première des choses, pour bien partir, c'est tout simplement de se dire que le foie, une de ses nombreuses fonctions, c'est de produire des protéines plasmatiques, entre autres l'albumine. Donc, à ce niveau-là, si le foie produit trop d'albumine, bien, le sang, le plasma sanguin va être trop concentré, mais si le foie ne produit pas assez d'albumine, bien évidemment, il y a moins de protéines dans le réseau sanguin, donc la concentration va diminuer. Alors ça, c'est le premier concept bien important, c'est que la cirrhose du foie fait en sorte que certaines cellules du foie ne fonctionnent pas et on a une diminution de la concentration d'albumine, qui est une très grosse protéine plasmatique, donc une protéine qui reste confinée dans les vaisseaux sanguins, qui normalement n'est pas filtrée dans le glomérule. Mais ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est si mon taux d'albumine sanguin diminue, ça veut dire que la pression osmotique sanguine va diminuer. C'est ça qui est important de comprendre. J'ai moins de protéines dans le sang, donc j'ai moins d'éléments chimiques dans le sang, le sang est moins concentré. Et si on conserve ça en tête, ça devient très très simple. Donc, une des premières questions qu'on vous demande dans cette mise en situation clinique, on vous demande pourquoi cette faible concentration d'albumine sanguine, donc l'albuminie, pourquoi cette albuminie faible va avoir un impact sur la pression nette de filtration et même on pourrait penser au DFG. Donc c'est très simple maintenant. Si on sait que le sang est moins concentré, donc la pression osmotique est plus faible ici, par comparaison, le liquide qui va être dans le filtrat ici serait plus concentré. Okay? Donc, le fait qu'on diminue la concentration sanguine fait en sorte que ici, au niveau du filtrat, ça va être un peu plus concentré. Donc, ça va favoriser le déplacement par osmose, toujours l'eau qui se déplace vers le plus concentré. Donc, comme la concentration sanguine devient plus faible que l'extérieur, si cette situation se produit, dans ce cas-là, on va augmenter la pression nette de filtration. Puis bien sûr, on va augmenter le DFG, c'est relié, les deux vont dans le même sens. Donc, le débit de filtration va être un peu plus élevé, il y a plus d'eau qui va circuler et en bout de ligne, ça pourrait même augmenter, s'il n'y a pas d'autorégulation, on pourrait même augmenter le niveau de production d'urine. Donc, c'est tout simple que ça. La deuxième question, on vous demande, OK, on comprend pourquoi dans ce cas-ci, on va augmenter le niveau de filtration, le DFG, la production d'urine. Hein? Donc ça, c'est assez simple, l'impact au niveau des reins. Mais là, on se rend compte que ce patient-là, en plus de sulfate de polyurie, de volume accru d'urine, il produit plus d'urine, on se rend compte qu'il y a aussi un édème généralisé. Donc, dans ce cas-ci, l'édème généralisé, on va l'expliquer exactement de la même manière que ce qu'on vient de faire, sauf qu'on n'est pas au même endroit. Donc, il faut juste comprendre qu'au lieu d'être dans les reins, on est dans l'ensemble des vaisseaux sanguins de l'organisme de Roland. Donc, exemple, ici, le vaisseau sanguin qui est ici, mettons, c'est une petite artère, une artériole, peu importe. Évidemment, le sang n'est pas plus concentré, que ce soit au niveau du glomérule et au niveau des reins. Le sang est moins concentré, bien entendu, mais c'est la même chose ici au niveau sanguin. Donc, le foie ne produit pas de protéines de type albumine, donc le sang est moins concentré. Si je regarde à l'extérieur du vaisseau sanguin, mais c'est toujours la même chose, des cellules qui vont constituer les différents organes, donc les différents tissus, etc. Et il y a de l'eau qui circule entre ces cellules-là, qu'on appelle le liquide interstitiel. Et dans ce cas-ci, le liquide interstitiel deviendrait, par comparaison, plus concentré. Je donne des chiffres, tout simplement. Avant la cirrhose, 0,9% exemple de concentration. Dans le liquide interstitiel, j'ai autour de 0,9% aussi. Je suis en équilibre, il n'y a pas de déplacement d'eau par osmose. Malheureusement, la cirrhose du foie de Roland fait en sorte que j'ai moins de protéines, moins d'albumine. Donc, au lieu d'être à 0,9, ce qui est la norme, on tombe, par exemple, à 0,8%. Bien évidemment, 0,8 par comparaison à la concentration qui est normale, de 0,9,
Mais quand même, si je compare les deux, le point 9 devient plus élevé que le point 8, et par osmose, comme l'eau se déplace toujours vers le plus concentré, il va y avoir une fuite du plasma sanguin, de l'eau, comme ça, vers le liquide interstitiel. Et donc, l'accumulation de liquide dans les tissus, ce qui explique l'édème généralisé et l'enflure qui pourrait être visible à certains endroits dans le corps de Roland, notamment les jambes, parce que par gravité, même si c'est un édème généralisé, par gravité, l'eau aura tendance à descendre dans les membres inférieurs si la personne marche ou si elle est debout. Donc ça explique un peu la question B. Ensuite, ce qu'on vous demande, on vous dit que Roland, quand on prend une prise sanguine, il y a une surproduction d'une hormone qui s'appelle l'aldostérone. Comment on peut expliquer ça? Donc évidemment, il y a plusieurs mécanismes d'adaptation qui vont se produire, mais c'est certain que l'aldostérone va être une de ces réponses. Pourquoi? Ben, il y a une fuite d'eau au niveau des tissus, donc il y a de l'édème généralisé. L'eau quitte comme ça, donc il en reste moins au niveau du vaisseau sanguin. On veut récupérer cette eau-là. Et tantôt, je vous disais qu'on avait un peu le même phénomène au niveau des reins. On avait une accumulation de liquide qui se ramassait justement par le déplacement d'osmose vers les tubules rénaux, donc un volume accru d'eau. En fait, Roland se déshydrate littéralement à deux endroits, dans l'ensemble de son corps, par le débalancement osmotique, comme ça au niveau des tissus, mais aussi au niveau des urines. Donc dans ce cas-ci, l'aldostérone va être une réponse naturelle pour favoriser la réabsorption de l'eau. Si vous vous souvenez, on va récupérer l'eau. Hein, on réabsorbe l'eau au niveau des tubules. C'est une réabsorption facultative de l'eau qu'on avait déjà vue, qui pouvait se faire dans le tubule contourné distal ou collecteur. Donc, on va réabsorber tout simplement le maximum d'eau qu'on peut. OK, donc, réabsorbe l'eau tout simplement. Là, on vous parle d'une surproduction. Pourquoi? Parce qu'en fait, on ne réglera jamais le problème. C'est ça qui est important de saisir. Quand même bien qu'on fait beaucoup plus d'hormones, qu'on réabsorbe beaucoup plus d'eau, et cette eau-là retourne en circulation. Qu'est-ce qui va arriver? Bien, aussitôt qu'on revient en circulation sanguine, l'eau va continuer à quitter parce qu'on n'a pas réglé le débalancement osmotique. Donc, l'eau quitte les vaisseaux sanguins, retourne pour amplifier l'œdème. Et en plus, on pourrait avoir encore un problème de polyurie, donc de diurèse excessive, parce qu'on a toujours, tant qu'il n'y a pas d'albumine, on a toujours un sang moins concentré. C'est pour ça qu'on vous parle de surproduction. C'est qu'en fait, quand même bien qu'on fait de l'aldostérone pour résoudre le problème, il va toujours y avoir un manque d'eau. Littéralement, c'est un peu comme boire de l'eau. La personne est déshydratée, elle va boire plus de l'eau. Je réabsorbe l'eau avec l'aldostérone, c'est le même effet, mais aussitôt qu'on a un gain d'eau, on va la perdre. On va avoir une espèce de fuite qui fait qu'on va juste amplifier le problème d'édème, tant qu'on n'a pas réglé le débalancement osmotique. Donc, dans ce cas-ci, dernière question qu'on vous demande, l'édème, l'avant-dernière en fait, l'édème, ça va être quoi son impact sur le DFG? Donc, si l'eau fuit comme ça dans les tissus, cet impact de l'édème va contribuer à diminuer le DFG, tout simplement parce qu'il y a moins d'eau qui va arriver au rein. Donc là, je sais que ça semble paradoxal avec la réponse de tantôt, c'est pour ça que c'est très important de cerner le contexte d'une question. Si on regarde, puis on vous parle du débalancement de la pression osmotique au niveau des reins, ça favorise la production d'urine puis la filtration. Mais si on regarde juste l'impact de l'œdème, puis qu'on ne considère plus l'autre facteur, bien évidemment, si l'eau quitte pour aller dans les tissus, il m'en reste moins dans les reins. Donc, on a les deux effets contradictoires pour la même maladie. Ça va être l'effet le plus fort qui va l'emporter sur le résultat final. Entre autres mots, si l'édème est très, très important, il va y avoir une diminution de production d'urine. Si l'édème n'est pas trop important, ça se peut qu'on voit une formation d'urine plus importante. La même chose, c'est est-ce qu'on est au début de la maladie, donc un peu le même concept. Au début de la maladie, l'édème n'est pas trop forte, le débalancement osmotique n'est peut-être pas encore trop fort, ça peut jouer. Plus que la maladie progresse, plus qu'elle devient sévère, bien là, si on est vraiment... la production d'albumine, si elle tombe de 3%, de 20% ou de 100%, bien c'est sûr que l'impact va être différent. Donc tout ça peut aussi affecter, bien sûr. Et dernière question, on vous demande en termes de thérapeutique, qu'est-ce qu'on fait pour régler ça? Si vous regardez votre corrigé version papier, la réponse officielle, on vous dit on donne un diurétique pour éliminer le surplus d'eau, ce qui est tout à fait correct, évidemment. Donc, je n'ai pas de problème avec ça. Mais mon problème, c'est qu'on ne vient pas ajuster la concentration au niveau sanguin. Donc, on va toujours avoir cette espèce de débalancement osmotique. Donc, on règle un problème urgent, mais on ne règle pas la situation.
Évidemment, je vous pose la question, si vous donnez un soluté, une solution intraveineuse à votre patient, donc dans ce cas-ci, un Roland qui a sa cirrhose de foie, quel type de solution intraveineuse on va donner pour régler le problème? Donc, si on fait ça, c'est certain que dans un vrai cas réel, il y a plusieurs paramètres à regarder, puis on pourrait arriver avec des réponses différentes. Mais juste pour s'amuser, de façon très simple, si on considère juste le débalancement somatique ici, vous avez 3 choix. Vous avez des solutions intraveineuses qu'on dit isotoniques, concentration normale de 0,9%. Vous avez des solutés hypertoniques. Donc, c'est plus grand que le 0,9%. Et on pourrait avoir des solutions intraveineuses hypotoniques qui, bien entendu, on est inférieur à 0,9%. Donc, si je regarde le problème, la concentration est trop faible. Lequel je vais choisir ici pour aider le patient? Donc, si on donne un hypotonique, c'est très grave, on va juste empirer la situation. J'ai déjà une faible concentration, puis je donne une solution qui a une faible concentration. Donc, on ne règle pas le problème. Oui, on va réajouter un liquide. Donc, si le patient a un œdème important, puis ses vaisseaux sanguins possèdent moins de liquide, c'est sûr qu'on rajoute un liquide, mais on n'ajuste pas la concentration, donc ça ne va pas bien. Même idée ici, isotonique, c'est un peu moins pire, c'est un peu plus concentré, on est à 0,9, mais on ne règle pas vraiment le problème. L'idéal, ce serait de donner une solution intraveineuse hypertonique. Parce que là, ici, je pourrais remonter ma concentration trop faible au niveau sanguin. Et ce qui va se passer, si je remonte ma concentration sanguine, donc jusqu'à un niveau suffisamment important pour revenir à 0,9%. Et là, ça va être merveilleux parce qu'évidemment, je viens de couper le déplacement d'eau par osmose. Donc, l'eau pourra rester dans les vaisseaux sanguins. Il n'y aura plus de fuite vers les tissus, exemple ici au niveau de l'œdème. L'aldostérone va réabsorber l'eau au niveau des tubules rénaux, mais à un moment donné, on va arrêter d'en produire parce que là, on n'a plus de fuite vers les tissus. Donc, voilà pour le deuxième cas. Dans le troisième cas clinique, donc le patient Sylvain, dans ce cas-ci, on remarque que Sylvain souffre d'hypernatrémie. Donc, dans ce cas-ci, il faut savoir ce que ça veut dire. Hyper, contrairement à hypo, veut dire beaucoup. Natrémie, Na, on reconnaît un peu le symbole de sodium. Ça peut être un petit truc pour vous aider. Donc, hypernatrémie, c'est la quantité de sel dans le sang, ou plus particulièrement la quantité de sodium dans le sang. Donc, dans ce cas-ci, le sang de Sylvain, pour X raisons, ça peut être un trouble métabolique, hormonal, endocrinien, peu importe. Ça pourrait être aussi un trouble passager, diète très exagérée en sel, donc ça pourrait contribuer aussi. Mais peu importe, dans ce cas-ci, on vous dit que la quantité de sodium dans le sang de Sylvain est trop élevée par rapport à la normale. Et à la première question, on vous demande comment ça se fait qu'on peut... quel serait l'impact d'un patient en hypernatrémie sur la pression artérielle? Donc, encore une fois, on revient avec le concept d'osmose, l'eau qui se déplace toujours vers le plus concentré. Dans une situation normale, le liquide interstitiel est à 0,9%, le sang est à 0,9% aussi. Donc, ça, c'est chez une personne en santé. Dans le cas de Sylvain, la pression osmotique sanguine va augmenter. Comme on est en hypernatrémie, il y a beaucoup d'ions sodium. Donc, si j'ai beaucoup de sel, beaucoup de sodium dans le sang par rapport au liquide interstitiel, par osmose, l'eau dans le liquide interstitiel se déplace vers le plus concentré et ça va contribuer donc à une fuite du liquide dans les tissus vers les vaisseaux. Si j'augmente le volume d'eau à l'intérieur d'un vaisseau sanguin, donc si le plasma augmente, bien, plus que de liquide dans les vaisseaux, plus que ça va pousser fort sur les parois de l'artère, exemple. Donc, ça contribue à augmenter la pression artérielle. Dans ce cas-ci, le fait d'être en hypernatrémie chez Sylvain va favoriser un déplacement d'eau par osmose dans les vaisseaux sanguins et contribuer à l'augmentation de la pression artérielle. Maintenant, la deuxième question, on vous demande, bien, si on considère simplement la pression artérielle comme ça ici, et si cette pression artérielle augmente, donc, si cette pression artérielle augmente, ça va être quoi l'impact sur le DFG? Donc,
On repart avec la première question qui nous disait pression artérielle plus forte. Pression artérielle plus forte, ça veut dire que la circulation sanguine va être plus rapide, ça va circuler plus vite. Et s'il y a un plus grand débit sanguin, ça nous amène à la question suivante. Est-ce qu'il y a plus de sang qui arrive dans les néphrons, dans les reins ou moins? Donc, évidemment, ça va faire en sorte qu'il va y avoir une plus grande quantité de sang qui va arriver. Et si j'ai une plus grande quantité de sang qui arrive, bien évidemment, ça va augmenter la pression hydrostatique sanguine. Il y a un plus grand volume qui arrive plus vite et ça va favoriser l'expulsion du liquide vers la chambre capsulaire. Autrement dit, ça favorise la filtration. On s'attend que le débit de filtration glomérulaire va être plus fort. En fait, l'augmentation de la pression hydrostatique ici va augmenter la PNF, pression nette de filtration, et comme elle va être plus élevée, ça va augmenter le débit de filtration. Donc, il y a plus de liquide qui va être filtré. Ça, c'est vraiment l'impact d'une pression artérielle plus forte. Maintenant, il y a des étudiants qui vont dire « Ouais, mais là, ça dépend, est-ce qu'il y a autorégulation ou pas? » Donc, dans ce cas-ci, on ne vous parle pas, on ne vous donne pas de détails ici. Donc, je m'attends à une réponse comme je viens de le faire. Par contre, si vous voyez que la pression artérielle n'est pas trop forte, par exemple 140, 145, dans ce cas-ci, on peut penser donc que le mécanisme d'autorégulation pourrait être enclenché. Mais généralement, on va vous pister dans les réponses. Mais dans ce cas-ci, si le DFG est trop vite, effectivement, il pourrait avoir le mécanisme myogénique ou tubulo-glomérulaire qui s'active, qui, en gros, sans revenir en détail sur le mécanisme, on ferme ici, vasoconstriction, moins de liquide qui rentre, rediminue le DFG, et en soi, le DFG resterait stable. Mais il faut quand même comprendre qu'une augmentation de la pression artérielle va contribuer à augmenter le DFG, et si on a un mécanisme d'autorégulation, ben, tant mieux, ça va permettre de réguler la situation. Puis si la pression est vraiment trop forte, ben, on n'arrive pas à réguler, ben là, c'est clair qu'il va vraiment avoir une augmentation du DFG et, en bout de ligne, une production d'urine accrue. On vous demande éventuellement comment le mécanisme myogénique et tubulo-glomérulaire fonctionne. Donc, on a déjà discuté de ça dans les dernières capsules. On a fait un exercice là-dessus, donc vous irez revoir tout ça. Mais en gros, c'est ça, c'est une vasoconstriction. Myogénique, c'est les cellules granulaires dans la paroi ici. En fait, je devrais les faire à l'extérieur du glomérule. Dans la paroi ici de l'artériole afférente, vont réagir à la forte pression artérielle, vont réagir en se contractant, favoriser une vasoconstriction. Et rapidement, ici, on avait la macula densa qui est située dans le tubule contourné distal, va détecter un surplus d'ion chlore-sodium. Donc, on va émettre suite à ça des molécules chimiques qui vont favoriser aussi une vasoconstriction. Donc, on arrive à peu près au même effet. Pour établir la situation d'un point de vue systémique, là, on ne veut pas contrôler le DFG. Si je veux contrôler les problèmes de pression, on vous demande, à l'avant-dernière question, comment on fait pour contrôler le problème d'hypertension dû à l'hypernatrémie de Sylvain. Dans ce cas-ci, il y a une hormone qu'on va faire, la FNA. Et en faisant de la FNA, qui est produite au niveau de l'oreillette droite du cœur, on va contribuer à diminuer la pression artérielle. Donc, on pourrait rétablir le problème de Sylvain ici de façon naturelle. Qu'est-ce qu'on fait au niveau de la FNA? On vous demande un peu comment ça fonctionne. Ben, en gros, c'est simple. C'est un puissant vasodilatateur. Donc, dans l'ensemble du corps, les artères et artérioles vont se relaxer, se relâcher. Donc, vasodilatation, plus grand diamètre. Plus grand diamètre, il y a moins de résistance sur les parois. Donc, on va contribuer à diminuer la pression artérielle. Donc, ça, c'est comme le premier grand effet. Il faut se le dire, la FNA a beaucoup d'effets, mais ça, c'est comme les deux effets classiques qu'il faut savoir. Donc, vasodilatation de l'ensemble des artères artérioles. Et le deuxième effet, on va également augmenter le DFG, donc la perte de liquide dans les urines. Comment c'est possible? Tout simplement parce qu'on va aussi vasodilater l'artériole afférente. Si c'est plus grand, il y a plus de liquide qui arrive, donc plus de plasma qui rentre, plus de filtration. Et si j'ai plus de filtration, ben, on va contribuer à expulser un surplus d'urine. Et en perdant un surplus d'urine, ben, j'ai moins de liquide dans les vaisseaux sanguins. Donc, évidemment, ça diminue le volume de sang dans l'ensemble du système cardiovasculaire. Et ça contribue donc aussi à diminuer la PA. Il faut faire attention. Si on est en autorégulation, ben, on veut diminuer le DFG parce qu'il est trop rapide.
Mais si on veut régler un trouble de pression, on va l'accélérer davantage pour perdre plus d'eau. Donc, ça dépend toujours de ce qu'on veut faire, d'où l'intérêt de bien lire la question, à savoir si on est en autorégulation ou si on est dans une réponse systémique. Voilà, ça conclut le petit solutionnaire pour les 3 problèmes demandés. Si vous avez des questions, toujours par Mio. Sinon, je vous souhaite une belle étude et on se revoit dans une prochaine capsule.